Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission proposée et organisée par Tangata Emploi. Une émission qui se construit avec vous, avec vos questions. N'oubliez pas, avec également vos témoignages de votre quotidien, votre recul du terrain finalement. Tous ensemble, on est dans cette émission. Alors, une fois la politique handicap de l'entreprise fixée, avec une stratégie définie, avec une tactique affirmée, il paraît important de ne pas s'arrêter seulement aux seuls aménagements de travail, à l'accompagnement de l'équipe. C'est nécessaire évidemment, mais ce n'est pas totalement suffisant. Il est fondamental de penser long terme, d'installer durablement la politique handicap. On est là vraiment pour parler de maintien dans l'emploi. Il ne faut pas donner l'impression non plus qu'il s'agit que de réponses techniques apportées à un problème technique. Ce n'est pas un problème technique. Handicap visible ou invisible, la poursuite des actions inclusives de l'entreprise sont importantes. Toutes ces actions sont importantes pour maintenir l'emploi. On va en parler et on va en parler avec Emmanuelle Abitbol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des partenariats de Rocket School. On va y revenir, savoir ce que c'est que Rocket School. Sophia Ruffin, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de 5 Discovery. Oui, tout à fait. Céline Nollet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing communication de Acticea. C'est ça. Acticea, c'est quoi, Céline Nollet? Acticea, c'est une entreprise adaptée, c'est-à-dire que 80% de son équipe est composée de personnes en situation de handicap. Et c'est une entreprise adaptée donc, qui s'est créée en 2012 avec l'ambition de prouver que le handicap et la performance sont deux notions qui sont complètement conciliables. Donc c'est une mission qu'on met en œuvre chaque jour et on le met en œuvre déjà en prouvant à nos clients qu'on est performant puisque nous sommes en situation de handicap, enfin en tout cas à 80% dans notre entreprise. Et en plus, on accompagne les missions handicap dans leur politique diversité. D'accord. L'entreprise adaptée, mais dans quel secteur vous faites quoi, Acticea? Donc, on fait plusieurs choses dans l'accompagnement des missions handicap. Donc, on va agir sur le pilier de recrutement, donc de recrutement de candidats en situation de handicap. On va agir sur de la sensibilisation. On va aussi proposer des prestations de reconnaissance en interne, d'aide au développement des RQTH dans les entreprises. Et puis, on va aussi aider les entreprises à identifier parmi leurs fournisseurs les fournisseurs du secteur du handicap, à collecter des attestations pour pouvoir mieux remplir leur DSN. D'accord. Merci beaucoup. Sophia Ruffin, on voit devant vous, drôle d'appareil. Alors, on va y revenir aussi, mais 5 Discovery, donc 5 Discovery fait ça. C'est quoi 5 Discovery? Qu'est-ce que vous faites? Alors, 5 Discovery, 5 comme les 5 sens, c'est une start-up française, membre de la French Tech et spécialisée dans la réalité virtuelle. On est la première plateforme de formation soft skills en réalité virtuelle inclusive. C'est-à-dire qu'on fait des modules de formation et de sensibilisation autour de tout ce qui est développement comportemental, compétences humaines, la communication, l'interaction sociale, la négociation, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, jusqu'à la sensibilisation à la diversité et au handicap. D'accord. Emmanuelle Abitbol, la Rocket School? Oui. C'est quoi la Rocket School? La Rocket School, c'est une école qui a la particularité de recruter ses candidats sur leurs soft skills et non pas sur leur bagage, ni leur bagage scolaire, ni leur parcours de vie avant. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment leur personnalité. Et ensuite, on les accompagne sur des profils d'études ou sur de la reconversion. Et donc, évidemment, on est amené à accompagner sur cette formation tout type de profils, y compris des profils porteurs de handicap. Oui. Sachant qu'il y a 85% des handicaps qui sont invisibles. Absolument. Donc, c'est encore plus flagrant. Tout à fait. 5 Discovery, Sophia Ruffin. Oui, je suis très interloqué parce que évidemment vous allez nous raconter un petit peu de quoi s'agit-il. C'est-à-dire qu'on met des lunettes virtuelles qui nous emmènent dans un univers pour aller à la rencontre de quoi? Alors c'est un casque de réalité virtuelle, donc ça permet effectivement d'être immergé dans des scènes à 360 degrés, de ressentir véritablement les émotions des scènes, qui sont des scènes de la vie professionnelle, du recrutement, l'entretien d'embauche, la préparation de l'entretien d'embauche pour les managers ou pour les candidats en situation de handicap, pour aider notamment les managers à gérer leur bien conscient, leur jugement de valeur, leurs préjugés, et on en a tous, et améliorer leurs pratiques en matière de recrutement au travers de différents candidats, au travers de relations avec différents candidats lors de l'entretien d'embauche qui sont porteurs de singularité. Et puis, avec ce même casque, on emmène donc les participants dans des simulations dans l'organisation, une fois que le candidat en situation de handicap est recruté,
pour les aider à mieux intégrer, collaborateurs ou managers, les différents profils dans des moments formels ou informels de la vie professionnelle. Donc c'est vraiment pour favoriser l'inclusion, c'est pour accompagner vraiment le travail en équipe avec des travailleurs en situation de handicap. Oui, exactement. Il y a des très grands marqueurs scientifiques de la réalité virtuelle, notamment le côté mémorisation, le côté déjà prise de conscience, je dirais. Ouais. Parce qu'en réalité virtuelle, c'est le côté magique, on peut prendre la peau de l'autre, ce qu'on appelle l'embodiment. Donc je suis recruteur, je peux même me mettre à la place d'une personne en situation de handicap, prendre de la distance par rapport à ce qu'elle peut vivre et ressentir, gagner en empathie et puis peut-être mieux comprendre certains biais que je peux avoir, certains biais inconscients. Et puis quand je suis collaborateur ou manager, je comprends mieux les freins ou les problématiques que peuvent ressortir certaines personnes qui sont en situation de handicap. Donc côté magique, côté mémorisation également, donc c'est un fort marqueur qui fait qu'on se souvient des modules, on se souvient des sensations et on apprend plus vite et plus longtemps. Donc derrière, il y a une véritable efficacité à la clé. Oui, on le voit, c'est vraiment l'accompagnement, une des clés pour favoriser vraiment le travail Tout à durable. fait. L'inclusion, c'est un vrai défi sociétal. C'est aussi un défi dans l'organisation. Ça ne va pas de soi. On a beaucoup de stéréotypes, beaucoup de manque de considération. Parfois, des personnes en situation de handicap, on ne connaît pas tout simplement. Et donc, on est amené parfois à émettre des jugements de valeur qui sont contre-productifs pour l'engagement collectif et la création de valeurs communes. Donc l'idée, c'est de détecter ces biais et puis d'être face à des situations, que je sois en situation de handicap ou bien manager ou collaborateur, qui me permettent de mieux travailler mon interaction avec l'ensemble de mes collègues. D'accord. Céline Nollet, je me tourne vers vous. Donc Acticea, entreprise adaptée. Vous êtes là pour accompagner les missions handicap, pour favoriser l'inclusion aussi et le maintien dans l'emploi. Vous, c'est quoi pour vous les clés de ce maintien dans l'emploi? Par quoi il faut vraiment passer et ce serait un crime de ne pas passer par ça? Il y a plusieurs bonnes pratiques. Il n'y a pas une pratique qui serait la clé du succès, il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de recette magique. Par contre, il faut avoir du bon sens et puis il faut s'écouter. Moi, le principal conseil que je donnerais pour ceux qui veulent développer l'inclusion et un maintien dans l'emploi serait de communiquer. De communiquer en interne, mais aussi de communiquer en externe. Donc communiquer avec ses parties prenantes et de commencer par engager une culture d'entreprise qui soit forte en engageant toutes les parties prenantes en interne de son entreprise. Donc que ce soit les dirigeants, que ce soit les collaborateurs, en mettant en place peut-être des groupes de réflexion, en sensibilisant, peut-être en faisant de la communication descendante et aussi de la communication transversale. Voilà, pour moi, il faut communiquer et montrer que les valeurs sont portées, les valeurs de l'entreprise sont portées par de réels engagements et que les actions vont pas être des actions isolées, mais plutôt une chaîne d'actions qui, ensemble, vont être cohérentes et vont donner du sens à la politique menée. D'accord. Vous, Emmanuel Abitbol, à la Rocket School, sur quel constat vous êtes, a été créée cette école particulière parce que c'est vrai que c'est quand même pas anodin de regarder un CV, mais de ne même pas regarder la formation, mais de plus regarder peut-être, d'ailleurs on ne regarde peut-être même pas un CV, on regarde plus le savoir-être, plus la compétence qui émerge, le non-verbal. Alors effectivement, on ne recrute absolument pas sur CV, on recrute via des tests de personnalité. Ouais. Donc on fonctionne avec une start-up qui fait ça, c'est un algorithme. On a prédéfini certains soft skills, certains traits de caractère qui sont pertinents et qui vont faire qu'une personne va être douée sur un métier et en plus va aimer faire ce métier. Et c'est sur ça qu'on va s'appuyer. Donc on forme sur 3 grands métiers, tous autour de l'acquisition client, principalement dans le digital. Et c'est sur ces tests de personnalité qu'on va recruter nos candidats. Donc forcément, on est aussi amené à accompagner des profils qui pourraient être des profils porteurs de handicap, quel que soit le handicap. Et notre problématique, elle est quand même double, parce que non seulement on doit évangéliser les entreprises, qui sont principalement des startups en plus, qu'on adresse, pour les encourager à recruter nos candidats sur leurs soft skills, et non pas sur la base de hard skills ou de bagages professionnels ou universitaires, et en faisant totalement confiance à ce que la formation va leur apporter.
Et en plus de ça, on peut être confronté à des profils qui sur le papier, ne semblaient pas destinés à intégrer tel ou tel poste. Et donc voilà, c'est pas toujours simple, mais en tout cas, c'est ce à quoi on s'engage. Mais j'imagine que les retours en face doivent être un peu interloqués, parce que c'est quand même pas, oui, c'est pas anodin. Alors effectivement, c'est de plus en plus facile quand même parce qu'on a gagné en légitimité, j'ai envie de dire. Au bout de quasiment 3 ans et 5 campus ouverts en France, évidemment, on a des retours extrêmement positifs, avec 94% de retours à l'emploi, en tout cas de promesses, de périodes d'embauche qui sont validées. On a 70% d'étudiants qui se voient proposer un CDI à la fin de leur alternance. Tout ça, c'est des chiffres clés et qui sont très rassurants et qui font qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus facile, entre guillemets. En tout cas, le message commence à passer. Mais c'est pas non plus extrêmement simple en effet. J'ai une question sur le chat pour vous, Emmanuel. D'ailleurs, continuez, écrivez vos questions, témoignez de ce que vous vivez. Illustrons tous ensemble cette problématique de maintien dans l'emploi, de maintien durable dans l'emploi. On n'est pas là juste pour faire de l'inclusion comme ça 1 an, et puis après on passe à autre chose. Non, on est là pour accueillir durablement, évidemment, quelqu'un qui vient nous retrouver dans l'entreprise. Une question de Laura pour vous, Emmanuel. Comment avez-vous travaillé / sensibilisé les professeurs pour intégrer des élèves en situation de handicap dans votre école ? Alors, c'est une bonne question et il faut savoir déjà qu'à Rocket School, il n'y a pas de professeurs affiliés. Toutes les personnes qui viennent donner cours à nos étudiants sont des professionnels du métier sur lequel ils vont former nos étudiants. Donc, par exemple, si on est sur une thématique commerciale, on peut avoir un directeur commercial qui vient intervenir, etc. Donc, c'est encore plus difficile, j'ai envie de dire, parce que ça change en permanence. Les intervenants changent en permanence en fonction du thème abordé et du sujet du cours. C'est pas tellement le professeur, ou en tout cas la personne qui dispense le cours, qu'il faut sensibiliser, je pense. C'est plutôt l'équipe pédagogique de l'école, faire en sorte que les locaux soient adaptés, ce qui est le cas. On a la chance d'être dans des locaux qui sont adaptés au PRIN, des locaux qui sont mis à notre disposition par la RIVP et c'est une chance. À partir du moment où l'équipe pédagogique est préparée à ça, il n'y a pas de souci par rapport aux intervenants en fait. Il n'y a même pas à les sensibiliser ou à les prévenir en amont. Oui, pour eux, c'est pas Tout à fait. C'est pas un sujet. Non. Et pardonnez-moi, mais j'ai une autre question qui est arrivée, une question de Gertrude. Dans quelle mesure les tests de personnalité sont adaptés aux personnes neuroatypiques ? C'est aussi une bonne question et c'est là où Juste, c'est quoi une personne neuroatypique Alors, une personne neuroatypique, c'est une personne qui n'a pas la capacité, en tout cas les codes sociaux pour s'adapter tel que nous on l'entend, en tout cas. Donc, ça peut être des personnes hypersensibles, ce genre de choses, mais pas que. Et c'est pour ça que ces tests de personnalité, tout ne repose pas sur ces tests de personnalité. Derrière, il y a des personnes comme vous et moi qui sommes formées à l'interprétation de ces tests et qui vont pouvoir analyser les résultats de manière à ne pas uniquement se focaliser sur un pourcentage en termes de résultats, mais aussi être capable d'interpréter les tests. Et on ne s'arrête pas aux tests, il y a aussi des entretiens individuels après les tests qui nous permettent justement de challenger un petit peu le candidat sur tel ou tel soft skills et de pouvoir pondérer les tests. Donc les tests, c'est vraiment la première étape, mais ce n'est pas la seule. Évidemment, le process de recrutement à Rocket School est extrêmement long. Sophia Ruffin, 5 Discovery, et j'ai envie de dire 5 à chaque fois. Oui, c'est 5. Le seul. 5 Discovery, voilà, c'est pour ça. Je vois 5, j'ai dit, mais bon. 5 Discovery, j'imagine qu'il y a, oui, d'ailleurs une envergure internationale assez forte. Et j'imagine que le retour est immédiat quand on l'utilise, quand on est plongé dans une autre réalité. Il y a un impact direct sur la sensibilisation. Oui, déjà, on se sent très fortement engagé. C'est extrêmement motivant, c'est joyeux, c'est ludique et en même temps, c'est efficace. Comme je le disais, il y a un ROI qui est à la clé qui est assez impressionnant. En réalité virtuelle, on apprend 4 fois plus vite qu'en e-learning, par exemple. Donc, ce côté engageant, le fait qu'on puisse aussi interagir, je ne sais pas si on voit bien le casque. Donc là, vous avez le casque et puis là, vous avez les manettes. Il y en a 2 qui permettent d'interagir avec l'environnement et qui sont d'ailleurs très facilement préhensibles par les personnes en situation de handicap. On a travaillé avec un ESAT, on a été assez stupéfait par la facilité d'utiliser les outils de réalité virtuelle supérieurs au milieu ordinaire par les personnes de l'ESAT. Donc elles étaient aussi
engagé, aussi stimulé, effectivement, le retour, la prise de conscience, elle est immédiate, elle est très forte, marquante, elle est immédiate. Et derrière, il y a aussi un changement de comportement qui se voit sur le long terme. Et c'est ça qui est intéressant. D'accord. Et donc avec un impact, est-ce que vous avez quelques indicateurs chiffrés, je sais pas, un retour, un taux de satisfaction, je ne sais pas. Oui, on a un taux de satisfaction qui est de plus de 90% immédiatement après l'utilisation des modules, soit au niveau du recrutement pour l'aspect handicap, ou soit au niveau de l'intégration avec différentes scènes de la vie professionnelle formelle et informelle. Et puis aussi, on a un changement de comportement et de prise de conscience dans plus de 60% des gens sur 3 mois. Okay. Après, un manque de statistiques sur le long terme, on a d'autres statistiques qui viennent des États-Unis, de Harvard notamment, qui fait beaucoup d'études sur l'impact de la VR, sur les changements de comportement qui peuvent s'étaler sur un an, notamment dans les prises de conscience, on appelle ça la perspective taken, on change de perspective, on gagne en empathie aussi sur plusieurs mois. Et l'empathie, en fait, c'est un terme très simple sur le papier, mais on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile à avoir. Et c'est vrai que le côté magique de la VR fait qu'on se retrouve dans l'embodiment immédiatement dans le corps de l'autre, à la place de l'autre, et ça fait vraiment prendre conscience de certaines choses, et donc modifier derrière sa manière de penser et son comportement, durablement. Le fait qu'il y ait une reconnaissance par la French Tech et par tout cet environnement start-up, on parle parfois de, justement, à partir du moment où c'est invisible, ça n'existe pas. Donc le handicap, il est invisible, donc il n'existe pas. On voit peu de personnalités publiques qui ont un handicap visible ou alors qui assument un handicap invisible. Le fait qu'il y ait une reconnaissance par un mouvement comme la French Tech, j'imagine qu'il faut le voir comme un bon signe aussi pour mettre le doigt sur un vrai sujet en France et dans le monde. Le handicap existe. Oui, tout à fait. Et puis, on vient aussi lutter contre la fracture numérique pour les personnes fragilisées. C'est pas forcément les premières personnes qui utilisent les dernières technologies. Et nous, ce qu'on veut dans le côté inclusif VR, c'est qu'elles puissent utiliser ces outils pour se développer personnellement, mais aussi travailler leur employabilité pour être plus à l'aise lors d'un entretien d'embauche. On l'a vu, on a vu des marqueurs extrêmement forts dans le côté facilité à interagir. Le levier d'interaction était beaucoup plus fort chez des personnes d'ESAT, par exemple, après avoir travaillé l'entretien d'embauche en réalité virtuelle. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre la VR accessible pour tous, pour se développer personnellement et professionnellement. Et on le voit, et vous le soulignez également, tout ça c'est vraiment un travail d'équipe, un travail du collectif, travail d'équipe pour l'intégration dans une entreprise. Et là je me tourne vers vous, Céline Nollet. Vous, les politiques handicap, jusqu'où ça va? C'est-à-dire qu'il y a l'équipe, il y a le manager, ça passe par le recrutement bien sûr, bref, toutes les strates de l'entreprise. Est-ce que ça va aussi jusqu'à un certain dialogue utile avec l'entourage, avec les familles des personnes en situation de handicap? Dans le recrutement, vous voulez dire? Dans le recrutement et dans l'accompagnement pour que ce soit durable, ce recrutement. Alors, nous, on ne le fait pas, mais j'imagine que c'est quelque chose qui doit aller jusque-là. Nous, aujourd'hui, ce qu'on travaille énormément, c'est l'accompagnement des managers et des opérationnels qui vont intégrer les personnes en situation de handicap dans leur équipe. On travaille énormément avec eux parce que c'est aujourd'hui un public qui est malheureusement encore peu sensibilisé et qui a encore beaucoup de préjugés, comme tout le monde, hein. Et donc, c'est les premiers à avoir des problématiques de front, en fait, quand ils reçoivent quelqu'un, qu'ils intègrent quelqu'un dans leur équipe. Que ce soit un handicap visible ou invisible, voilà, pour essayer de déconstruire les préjugés, mais aussi de dédramatiser beaucoup le handicap, puisque souvent, quand on parle de handicap, on imagine beaucoup les handicaps lourds, des choses qui sont très pesantes. Mais en fait, comme vous l'avez si bien dit, c'est 85% des handicaps qui sont invisibles. Et la majorité des handicaps sont des handicaps qu'on soupçonne parfois pas du tout, du diabète, une sciatique, un mal de dos, de pied, peu importe. Donc c'est en fait d'approcher ce public-là de managers et d'opérationnels et leur dire en fait le handicap c'est une personne sur deux qui au cours de sa vie va être impactée par un handicap, ça peut être vous, ça peut être moi. Donc le handicap, en fait, il ne faut pas le voir comme une fin en soi ou pas comme quelque chose qui définit une personne, mais c'est une situation qui est handicapante, donc qui va falloir s'adapter et trouver d'autres moyens de faire les choses qu'on avait prévu de faire avec. Et donc voilà, c'est ce message-là qu'on essaye de passer aux managers et aux opérationnels principalement pour le moment. Mais oui, c'est un dialogue qui doit s'inscrire dans
dans un collectif beaucoup plus grand. Oui. Et vous faites bien, et ça me donne l'idée de relire, alors il est très court, l'article 14 de la loi du 11 février 2005. C'est quoi un handicap? Ben oui, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc oui, 12 millions de personnes en handicap en France, oui, c'est une réalité, et quasiment 3 millions de personnes en handicap sont en âge de travailler. Et là, ce ne sont que des personnes qui sont bénéficiaires d'une reconnaissance administrative de leur handicap. Parce qu'effectivement, on est quand même, tous les jours, on rencontre des gens qui peut-être ont un handicap, peut-être le savent, mais ne veulent pas l'assumer, l'affirmer. Ça, c'est compliqué quand même à aborder. Ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre l'accent sur la libération de la parole. On a travaillé avec des grands groupes bancaires, assurances, et l'un des points forts justement de la sensibilisation, c'est d'aider les personnes porteuses de handicap. Donc comme vous le disiez, ça peut être des TMS, maladie de Crohn, diabète, syndrome d'Asperger, etc., bipolarité, à révéler leur singularité auprès de leur management et de leur référent handicap pour qu'elles soient connues et accompagnées le mieux possible. Donc l'idée aussi, c'est de mieux comprendre que chacun est porteur de talent, qu'il faut s'affranchir de préjugés du monde de valeurs fondés uniquement sur une perception erronée, sur un filtre qu'on peut avoir, et mieux inclure les personnes, et donc qu'elles se sentent aussi, elles, portées par cet élan de valeurs collectives, et révèlent, expriment, libèrent leur parole pour justement avoir le meilleur accompagnement possible au sein de l'organisation. Ouais. Emmanuel Abitbol, on parlait de soft skills. Vous, c'est donc un de vos piliers. Cette notion de soft skills, est-ce que ça s'ouvre, quoi? Parce qu'effectivement, on est quand même dans un pays très cartésien, on est quand même dans un pays qui, les recruteurs apprennent visiblement très tôt à lire un CV et à le décortiquer ligne par ligne. Là, c'est une révolution que vous proposez, une révolution que vous faites, vous, déjà. C'est pas évident. Est-ce que vous voyez quand même que les choses changent chez les recruteurs notamment? Alors là où nous, on a quand même un levier pour rassurer les recruteurs, c'est que avant d'arriver en entreprise en alternance, les étudiants qu'on va recruter vont passer par un bootcamp qui va durer 3 mois et qui va leur donner certains hard skills sur le métier sur lequel ils veulent se former. Donc on arrive quand même à dire aux entreprises, voilà, fit-toi aux soft skills, il faut que ça fit avec la personne que tu vas recruter. Ensuite, il va passer par notre bootcamp, il va recevoir certaines compétences et quand il arrivera, il sera opérationnel. C'est vraiment le but de notre formation. Et si on peut se permettre ce recrutement sur soft skills, c'est justement parce que notre formation est en 2 temps, le bootcamp, avant de rejoindre l'entreprise en alternance. Donc voilà comment on arrive à lever un peu ce frein. Mais effectivement, on est quand même sur un modèle en France qui est très orienté diplôme, CV, et c'est très compliqué d'accompagner les entreprises sur un recrutement sur soft skills. Oui. Pour autant, sur des métiers commerciaux comme ceux sur lesquels on forme, c'est extrêmement pertinent. Pour être un bon commercial, il ne s'agit pas de sortir d'une grande école de commerce. Il faut avoir certains traits de caractère qui font qu'on va être bon sur ce métier. Et ça, c'est pas un diplôme qui le donne. C'est quelque chose qu'on a en soi ou qu'on n'a pas. Mais c'est vrai que ça rejoint cette espèce de... Ça reste une prise de risque de se fier juste à son intuition, de se fier à quelque chose qui est laissé perçu par la personne qu'on a en face, mais qui n'est pas marqué sur un papier. Si je peux donner un exemple assez concret justement sur un de nos étudiants à qui je pense très souvent, parce que par la force de son courage, déjà rien que pour ça, nous, nos étudiants, une fois qu'ils ont rempli le test de personnalité, doivent se pitcher, entre guillemets, donc se présenter eux-mêmes et raconter leur histoire, on appelle ça comme ça. Et cet étudiant, enfin ce candidat à l'époque, se pitchait et il commençait à se présenter en me disant, alors voilà, moi quand je suis née, on a dit à mes parents que j'avais 48 heures à vivre. Et en fait, j'ai passé le reste de ma vie à leur prouver qu'ils avaient tort. Et aujourd'hui, je suis là devant vous et je suis candidate à votre école. Effectivement, il était porteur d'un handicap physique qui se voyait. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Et franchement, qui ne rêve pas d'avoir quelqu'un d'aussi persévérant dans son équipe commerciale? Je veux dire, là, on ne peut pas faire plus proche en termes de soft skills que quelqu'un comme ça sur un métier de commercial où il faut être extrêmement persévérant. Bien sûr. Voilà. J'ai une question sur le chat, une question de Mounia.
et qui sans doute s'adresse à vous trois. Que conseillez-vous à une entreprise pour davantage s'améliorer dans sa politique d'inclusion? On peut commencer avec vous, Céline? Comme je disais tout à l'heure, donc communiquer et de ne pas faire des actions isolées, de communiquer avec peut-être s'entourer de personnes qui connaissent un peu mieux le handicap pour pas se lancer dans une démarche sans armes. Et puis après, il y a énormément d'actions qui sont faisables. Aujourd'hui, il y a donc du recrutement en CDD, en CDI, en alternance, en stage. Mais il y a aussi des initiatives comme le DuoD, comme les salons de recrutement dématérialisés qui sont là aussi pour sensibiliser, pour venir amener encore plus de monde et de candidats dans les entreprises ordinaires. Et donc pour développer sa politique handicap, il y a aussi tout ce pan-là interne où j'en profite même pour rebondir sur ce que disait Sophia, de communiquer en interne sur le fait qu'on peut être porteur d'un handicap, qu'est-ce qu'une situation handicapante et comment aller jusqu'à la démarche de la RQTH. Ouais. Et ça peut être un vrai levier aussi dans les entreprises pour développer sa politique handicap parce que beaucoup de personnes sont en situation de handicap et ne le savent pas. Et du coup ne se déclarent pas en fait tout simplement alors qu'ils pourraient avoir des aides et des aménagements sur leur poste. Souvent on voit des personnes qui compensent en fait leur handicap, qui sont en poste, un mal de dos, je suis mieux dans cette position donc je vais m'asseoir dans une position et en fait on aggrave son état de santé. Et c'est important à ce moment-là d'identifier qu'il y a un état de santé qui se dégrade et qu'il faut déclarer son handicap et l'identifier. Et donc prendre conscience déjà de son handicap et ensuite le déclarer pour que l'entreprise puisse aider les personnes en situation de handicap dans son entreprise. Et donc, bien sûr, c'est tout un processus de communication. Et pour ça, donc, nous, par exemple, on met en place une ligne dédiée aux entreprises avec un consultant handicap qui est lui-même en situation de handicap pour ouvrir la parole sur ses reconnaissances en qualité de travailleur handicapé. Et on lance des campagnes de communication en interne chez nos clients avec des flyers, des campagnes d'affichage, du courrier, de l'email, etc. Et comme ça, après, l'objectif final, c'est que les collaborateurs soient beaucoup plus sensibilisés. Donc, il y a beaucoup d'actions à faire, outre la sensibilisation, le recrutement, l'aide à la reconnaissance en interne. Voilà, le but, c'est d'échanger avec ces parties prenantes en interne, en externe, avec des EA, des ESAT, avec des personnes qui connaissent le handicap et voilà, se faire accompagner dans sa politique pour qu'ensuite on soit plus mature pour la faire de soi-même et en autonomie. Sophia, un petit complément peut-être pour la question que conseillez-vous à une entreprise pour davantage s'améliorer dans sa politique d'inclusion? Oui, je dirais le management adapté. Oui. En fait, l'enrichissement des bonnes pratiques managériales, c'est vraiment une des clés de la réussite de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire développer le sens de l'écoute, encore plus d'écoute, être encore plus attentif à ce que peut ressentir l'autre, à ce qu'est l'autre, d'une manière générale, s'intéresser authentiquement à l'autre, développer l'empathie, créer un climat bienveillant, donner aussi des directives ou des indications qui soient claires, éviter tout ce qui est ambivalence, notamment pour les personnes ayant des troubles psychiques ou cognitifs ou mentaux. Et vraiment, c'est cet enrichissement des bonnes pratiques managériales d'une manière générale qui va créer un climat avec une QVT qui va être améliorée et qui va de toute manière faire bénéficier de ces actions à tout le monde. C'est bon pour tout le monde. D'ailleurs, lorsqu'on emploie des personnes en situation de handicap, on observe qu'il y a plus de 75% de taux d'engagement supplémentaire par rapport à une situation classique. Donc l'engagement est largement amélioré, l'image de marque de la société également. Ça, ce sont des arguments qui portent quand même. Je me tourne vers vous, Emmanuel. J'imagine que c'est quelque chose qu'il faut aussi fatalement mettre en avant pour que les entreprises accélèrent un petit peu. Oui, il y a des chiffres, oui, il y a des aides aussi, oui, il y a des... En gros, ça va développer aussi la croissance de l'entreprise en quelque sorte. Oui, et puis je rebondis sur ce que dit Sophia, mais effectivement, il y a un travail à faire autour de tout ce qui touche au managérial. Donc, il faut aussi accompagner les personnes porteurs de handicap à la libération de la parole, à assumer en fait. Et moi, j'ai été confrontée plusieurs fois à des candidats qui ne souhaitaient pas que je prévienne les entreprises qu'elles avaient tel ou tel handicap avant un entretien. Et c'est compliqué parce qu'en fait, il y a comme un espèce de tabou qui cloisonne tout ça, qui fait qu'on se met des freins. Et plus la parole sera libérée et plus on y arrivera. Et ça passe effectivement par la bienveillance
des équipes managériales, évidemment. Ça on touche un sujet qui est important, cette idée d'un CV qui serait anonyme aussi sur le handicap. Sauf que quelqu'un qui recrute sans savoir qu'il peut avoir une certaine surprise, il va développer des tas de biais qui feront que ça pourrait ne pas marcher en gros. Alors que s'il est au courant, ça peut permettre un climat bienveillant aussi. C'est un débat pour le coup. Oui, absolument. Et j'ai été confrontée à cette problématique. On avait organisé un speed recruiting, donc où plusieurs candidats venaient rencontrer plusieurs recruteurs potentiels. Un de ces candidats était non-voyant, donc il était aveugle, il se déplaçait avec une canne. Ses camarades, ils ne le connaissaient même pas encore, l'ont tout de suite aidé, accompagné aux tables, aux différents tours de passage, etc. Mais ce candidat avait insisté pour qu'on ne prévienne pas les entreprises en amont. Et finalement, est-ce que c'est pas une mauvaise idée ? Quel message ça envoie en fait ? Au contraire, finalement, est-ce que ça envoie pas encore plus le message que c'est tabou, qu'il y a quelque chose dont on ne peut pas parler, la parole n'est pas libre, voilà. Et effectivement, oui, ça peut être surprenant. Or, c'est quelque chose qu'il faut sans doute aborder dès l'entretien de Je pense. recrutement. Donc forcément, si le recruteur est surpris, il ne va pas oser aborder certaines choses. Même en termes de capacité d'accueil, il y a des entreprises qui sont capables, en termes de locaux, d'accueillir des personnes porteurs de handicap, d'autres non. Et c'est un vrai sujet, donc tout ça, ça se prépare avant, en fait. On vient de répondre à votre question, Manon, vous voyez. C'est exactement cette question sur le CV, cette idée de CV anonyme, plus ou moins. J'ai envie de poser une question un peu pavée sur la table, dans la mare. Moi, j'ai l'impression que le terme, enfin, c'est pas qu'une impression, c'est une réalité, le terme handicap fait peur, c'est souvent un frein perso aussi quand on ne l'accepte pas, quand on ne veut pas l'affirmer, l'assumer, et on peut le comprendre. Bon, est-ce que vous n'avez pas une idée pour changer le terme ? Alors moi, j'aime bien singularité. Pas mal, singularité. Parce que derrière, il y a la notion de talent. Ouais. Singularité pour Sophia. Je suis assez d'accord. Après, bon, j'ai vu... Non, mais c'est difficile d'inventer un mot comme ça. Mais bon, après, on voit beaucoup le mot passé extraordinaire aussi qui sort de l'ordinaire. Donc oui, c'est vrai que ça peut rejoindre aussi les singularités. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de mots qui peuvent définir une personne autre que son handicap. Je pense que c'est ça le vrai sujet. Oui, Emmanuel, vous dites quoi ? Atypique ? Alors il y a le mot atypique qui est très à la mode en ce moment et que je n'aime absolument pas. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire, mis à part singulier qui effectivement est très très représentatif. J'en sais rien, peut-être hors du commun. Ou en fait, ce qui m'embête dans le mot handicap, comme dans le mot atypique, c'est qu'on rentre pas dans une case. Et puis même au-delà de ça, derrière le mot handicap, c'est comme si la productivité sera moindre. Et on va pas se mentir, on est face à des entreprises qui sont à fond sur le sujet de leur productivité, et donc forcément ce mot fait peur et est un frein. Donc essayer de trouver un mot un peu moins péjoratif, ce serait bien, mais lequel c'est pas évident. C'est bien, ça sort de l'ordinaire. Ouais, c'est pas évident, parce que c'est vrai qu'après, oui, peut-être qu'un jour on aura au lieu de la politique handicap, ou de la mission handicap, on aura la mission extraordinaire, ou la politique extraordinaire, ou la politique singulière. Tout est permis. Allons-y. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Je rappelle, Sophia Ruffin, vous êtes la fondatrice de Five Discovery. Je l'ai bien dit. Tout à fait. Et que, voilà, on voit notamment une partie de ce que vous faites, Five Discovery. Céline Nollet, vous êtes responsable marketing communication de Acticea, entreprise engagée. Merci d'avoir participé à cette discussion. Et Emmanuelle Abitbol, directrice des partenariats de la Rocket School. Et là, on parle soft skills. Absolument, et n'hésitez pas à candidater d'ailleurs si vous êtes en recherche d'un métier qui vous colle. Et que vous pensez que vous n'avez pas forcément le CV ou les hard skills. Ben là, voilà, la Rocket School, c'est fait pour vous. Merci beaucoup. Cette émission a été préparée et organisée par Tangata Emploi. Merci, à bientôt.
Et cette journée spéciale menée avec Tangata Emploi est maintenant terminée, mais on ne peut pas se quitter comme ça évidemment. On a ouvert pas mal de sujets, on a exploré, on a questionné beaucoup de notions, beaucoup. Maintenant, on a noté plein de mots-clés et qu'il va falloir aller chercher, notamment sur le site de Tangata Emploi. Et je voulais finir avec Sophie Bertrand-Lambert, responsable du développement stratégique et cofondatrice de Tangata Emploi, et puis Laurence Parer, responsable des partenariats à Tangata Emploi. Mesdames, waouh, j'ai envie de dire, Sophie. Waouh, ouais, super. On a vraiment vécu une super journée. Il y a effectivement beaucoup de sujets ouverts. C'est super riche. Il y a beaucoup dans les intervenants et dans les commentaires, on voit qu'il y a beaucoup de personnes engagées sur le sujet. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, au nom de l'équipe de Tangata, je suis très fière de cette initiative. Je suis fière de voir qu'il y a un véritable impact vraiment autour de ce sujet et merci vraiment à la fois aux participants. Je laisserai le dernier mot pour Laurence et les partenaires et les prestataires, et vraiment merci à ceux qui du coup nous ont suivis, ont posé leurs questions et voilà, c'était une super journée. C'est mon mot de la fin au nom de toute l'équipe. C'est une super journée, c'est très stimulant et tous les contenus bien sûr de cette journée, toutes les différentes émissions qu'on a pu réaliser tous ensemble avec vous, avec vos questions, elles seront en ligne très rapidement sur le site de Tangata Emploi et sur toute la toile sociale de Tangata Emploi. Laurence Parer, waouh aussi. Waouh aussi, effectivement, on est super contente, super fiers d'avoir eu autant de personnes autour de nous. Un merci particulier du coup à tous les prestataires, tous nos partenaires qui nous ont suivis, qui ont été hyper engagés sur la préparation, sur leur participation, leur disponibilité à cet événement, parfois y compris au pied levé. Et ça vraiment, je trouve que ça montre aussi la solidarité de cet écosystème et la bienveillance des acteurs avec lesquels on travaille. Donc voilà, merci beaucoup pour votre engagement. Et puis j'en profite aussi pour ouvrir vers d'autres personnes, d'autres prestataires, d'autres acteurs du système qui, si l'envie leur en dit, s'ils ont vu nos vidéos, s'ils tombent sur les replays, on serait ravis du coup de rentrer en contact avec eux. Ils peuvent nous contacter directement via la plateforme et on pourrait engager la conversation, voir quelles sont les synergies à créer ensemble. Merci beaucoup Laurence, merci Sophie. On l'a vu et là vous venez de le souligner, c'était flagrant et on l'a vu tout au long de cette journée. Tout ça, c'est une histoire de collectif, c'est faire ensemble, c'est habiter la terre ensemble, c'est notre monde, c'est ensemble. Merci mesdames. Merci beaucoup, merci à tous. Merci et merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées pour que cet événement puisse avoir lieu. À bientôt, merci.